Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, ingénieur senior en développement logiciel, récemment devenu ingénieur junior en prompt ChatGPT. Et je suis Jérémy Giraud, engineering manager et core mainteneur de la to-do list des membres de mon équipe. Mainteneur d'une to-do list ? T'ajoutes des éléments dedans ou tu... Ouais, c'est moi qui gère leur to-do list littéralement et qui leur rappelle ce qu'ils doivent faire. Ouh lolo, tu dois te faire des amis dans ton équipe. Comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien, parfaitement. Et toi ? Bah écoute, ça va aussi. Tout se passe beau, bien. Hein, il fait beau, comme à chaque fois qu'on se voit. Bah là, il fait nuit, mais il fait une belle nuit. Alors, est-ce qu'on a une question que tu veux nous lire aujourd'hui, Jérémy ? Bah ouais, avec grand plaisir. On a relevé une question de Dark Medalist, donc, qui nous dit, attention, c'est une grande question, comment différencier un bon poste d'un mauvais ? Contexte, je travaille depuis 2 ans dans une start-up, il y a du bon et du mauvais qui met en rogne copieusement. C'est ma toute première expérience en tant que dev. J'ai beau avoir la quarantaine passée et une bonne expérience du monde du travail, je ne suis pas en mesure de juger mon poste actuel. Beaucoup de choses m'énervent, mais c'est peut-être pire ailleurs. J'ignore peut-être la chance que j'ai sur certains points. Ou bien, effectivement, au vu de l'absence d'organisation, de seniors pour nous encadrer et de moyens pour travailler, c'est un gros red flag qui devrait me faire fuir à toutes jambes avant d'y perdre mon temps et ma motivation. De nos jours, avec les reconversions tardives, on n'a plus vraiment le temps de se tromper ou de faire ses armes, et pourtant, il faut faire les bons choix. J'imagine que dans une plus grande boîte, tout serait mieux organisé et que le contact avec des devs plus aguerris me permettrait de plus monter en compétences, mais est-ce réel ou une idée reçue ? Je me dis que pouvoir faire des code reviews, des tests, avoir une vraie archi de projet réfléchie et scalable, ce serait forcément mieux, mais on me dit que dans ces grandes boîtes, on ne code plus ou qu'on perd le sens de ce qu'on code, à force de s'occuper de zones trop restreintes, on n'y fait que des réunions, les code reviews sont parfois très agressives. Bref, comment savoir quand ça devient inacceptable et que oui, ce serait mieux ailleurs ? Auriez-vous des critères à proposer ou des points clés pour guider la réflexion de chacun ? Vaste question, Dark Madalis. Alors, qu'en penses-tu, Adrien ? Effectivement, il y a pas mal de choses à discuter là-dedans. Alors déjà, effectivement, la première chose à voir, c'est que c'est une personne qui est en reconversion. Donc c'est nouveau, le dev, pour cette personne, je suppose. Déjà, j'ai envie de dire félicitations d'avoir trouvé un job et d'y être resté 2 ans. J'imagine que c'est sa première expérience, en lisant entre les lignes. J'imagine, oui, si elle y est depuis... Oui. Et j'avoue aussi, alors je réagis un peu à chaud sur la question, mais la partie qui m'a fait un peu sourire, c'est ce qu'il imagine, enfin il ou elle, on ne sait pas trop, ce qu'il imagine sur comment ça se passe dans une grande boîte. En mode, oui, tout est mieux organisé pour monter en compétences. Ouais. Pour avoir bossé dans des grandes boîtes et avoir pas mal de collègues qui ont bossé dans des grandes boîtes, tu dis c'est juste l'arrache à plus haut niveau de scalabilité, quoi. Ouais, et puis l'organisation, alors oui, il y a peut-être plus d'organisation, ça va être une plus grande pyramide avec des plus gros process. Dès que tu vas vouloir déployer quelque chose en ligne sur une nouvelle instance, il va falloir remplir des formulaires, attendre des semaines avant que ce soit validé, chose qui normalement c'est pas trop le cas quand t'es en start-up, les choses vont beaucoup plus vite. Donc je pense qu'il faut, j'aurais tendance déjà dans un premier temps à casser cette espèce de binarité qu'il y a entre grands groupes versus start-up. Il y a pas d'endroit où tout est forcément mieux. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est juste des manières de bosser différentes, des atouts et des inconvénients qui sont différents dans un cas et dans l'autre. Est-ce que, je sais pas, t'as une idée, toi, si, imagine, t'étais, je sais pas moi, boulanger et tu deviens développeur, est-ce que tu aurais tendance à aller dans une start-up ou plutôt dans un grand groupe ? Bah, je dirais que ça dépend, ça dépend de chacun. Bon, mais là, je parle pour toi. Pour moi, personnellement, ça dépend encore de l'étape de ma vie, quoi. Étant jeune, j'aurais clairement été dans une start-up. En étant plus âgé, la stabilité d'une grande boîte est quand même un peu plus rassurante. Donc ça dépend du niveau de maturité que tu veux, et c'est ce que je me suis dit au vu du message. C'est
quel est le besoin de la personne, à quelle étape elle en est. Comme tu dis, quand tu es boulanger, tu fais du pain, alors tu peux t'améliorer dans ta capacité à faire du pain, etc. Et je connais pas exactement comment fonctionnent les boulangers, s'il y a des guildes avec des seniors boulangers, etc. Tu vois. Mais je sais que dans le monde du dev, justement, il y a quand même des grands écarts entre les niveaux de compétences qui sont souvent perceptibles plus ou moins par les juniors, par les seniors, etc. Qu'est-ce que tu as envie d'acquérir comme compétences à l'étape où tu en es, en fait? J'ai l'impression qu'on est un peu mieux placé peut-être que cette personne pour répondre à cette question. En fait, quand tu sors, parce que j'imagine qu'il a fait un bootcamp ou équivalent, ouais. Et tu as un peu une vision de ce que tu apprends quand tu es en bootcamp. Déjà, la durée que ça, c'est extrêmement court. Tu peux voir que très très peu de choses et tu es obligé de te démerder avec ce que tu as appris. Et tu as énormément de choses à apprendre sur ton lieu de travail. Donc sur cette base-là, peut-être qu'on peut essayer d'imaginer qu'est-ce que cette personne a besoin d'acquérir dans son premier job, en fait, qui est hyper important pour se construire sa carrière en dev. Si je peux donner un premier exemple, une première piste, c'est des trucs que j'ai observés quand je donnais des cours en école, aussi en école de développement. C'est on t'apprend assez peu, moi en tout cas on me l'a assez peu appris, et j'ai trouvé que c'était un manque chez mes étudiants de savoir résoudre des problèmes. Oui. C'est de dire, je suis face à un problème. Généralement, les étudiants, ils savent qu'il y a un truc qui cloche. Ils se disent, c'est pas ce que attend le prof ou c'est pas ce qui a été attendu dans l'exercice. Mais ils savent pas passer de ça à je trouve une hypothèse pour expliquer pourquoi il y a un problème. Et même, j'irai un poil plus loin, des fois, ils savent même pas t'expliquer en quoi c'est un problème. Ils écrivent du code, il se passe un truc, ils disent, c'est pas ça qui doit se passer, mais quand tu leur demandes qu'est-ce qui est censé se passer, des fois, ils savent pas. Et donc, ça devient assez difficile de trouver une solution quand tu sais pas quel est le problème. C'est un truc que j'ai constaté chez les juniors, c'est souvent cet effet-là du shotgun programming, on va dire. C'est tirer au hasard, changer des trucs jusqu'à ce que ça résolve le problème, mais sans pour autant avoir compris pourquoi on l'a résolu, ou voilà. Donc oui, c'est une recommandation que je donnerais à n'importe quel junior, et je pense que c'est une recommandation que devrait donner un mentor. Et j'en viens à un autre point. C'est effectivement, ce que tu veux quand tu es junior, c'est acquérir des compétences et des automatismes qui vont te servir tout du long de ta carrière. Je veux dire, apprendre un framework, c'est cool. Ça peut servir quand tu veux devenir expert dans un domaine. Et il y a des trucs qui servent tout du long de ta carrière, comme ce genre de méthodologie. Pour résoudre un problème, apprendre à bien réfléchir, etc. Et ça va être la personne qui t'encadre, qui va t'aider. Souvent, on dit que les gens suivent leur manager, si c'est un bon manager, mais c'est valable pour un bon tech lead aussi. Et je pense que c'est bien de trouver, quand tu es plus jeune, un bon tech lead qui va bien savoir t'encadrer, te suivre, te challenger, toujours t'améliorer pour pouvoir faire progresser tes compétences dans un premier temps. Je pense que c'est une bonne première étape. Qu'en penses-tu ? Ouais, faut être accompagné, clairement. C'est le conseil que j'ai donné à un ami qui voulait se reconvertir dans le développement aussi. Et il voulait commencer direct en mode remote. Et j'ai dit, franchement, trouve-toi un job, même si c'est relou au début, trouve-toi un job où tu auras quelqu'un à côté de toi, qu'à tout moment tu peux lui taper sur l'épaule et dire écoute, ça fait 3 heures que je suis sur ce truc, je coince, et qui va pouvoir prendre 2 minutes, aller au tableau blanc et t'expliquer un truc, un concept que tu n'aurais peut-être pas encore compris. Et ça, il me semble que faire ça bon, c'est un autre sujet, hein, mais faire ça en remote, c'est beaucoup plus compliqué à faire. En tout cas, là, je pense que c'est là où on se retrouve, c'est que c'est important d'avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience et qui peut te prendre sous son aile, qui va pouvoir t'expliquer des trucs que tu sais pas encore faire et qui vont t'aider à te développer dans ton métier. Donc ça c'est le premier truc que j'irai chercher, et j'ai envie de dire qu'on soit en start-up ou qu'on soit en grand groupe, en fait on s'en fout. Ouais. Du moment qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment t'aider, qui a le temps, la bienveillance et la capacité de transmission nécessaire, et l'expérience si possible, hein, pour faire ça bien. Donc ce serait peut-être le premier conseil que j'aurais tendance à donner, et si personne n'est en mesure de t'aider comme ça dans ton aventure actuelle, peut-être que ça vaut le coup de le demander. Moi ça m'est déjà arrivé en tant que coach. Un de mes clients m'a avoué qu'il m'avait fait intervenir parce que un de leurs développeurs était désengagé, parce qu'il savait plus trop comment s'y prendre, il n'y avait personne en interne pour l'aider.
Et en fait, le fait que j'arrive comme coach, ça lui a permis de retrouver du plaisir à bosser et de se redévelopper à nouveau et de regagner une autonomie qu'il avait un peu perdue. Oui. Donc, c'est une manière de procéder, il y en a d'autres. En tout cas, ça commence par, je pense, une demande. Il faut que ce soit à la personne, que ce soit au développeur, de s'exprimer et dire voilà, moi j'ai besoin de quelqu'un pour me filer un coup de main. Ouais. Pour m'aider à progresser. Et ça, je dirais, on parle de red flag, etc. Et c'est pour quelqu'un qui a visiblement pas connu beaucoup de boîtes et qui veut peut-être s'entraîner à détecter les choses. Moi, je pense que ça peut s'exprimer peut-être sous forme de questions lors de l'entretien d'embauche, parce qu'une boîte qui saura pas répondre à une question vis-à-vis de ça, carrément. C'est probablement une boîte dans laquelle tu n'as pas envie d'aller. Si c'est une boîte qui te dit oui, il y a Bob qui va t'encadrer, il est là pour les juniors, tu peux à la limite leur parler si tu veux, pour qu'ils te donnent leur feedback sur comment ils pensent que Bob les aide, etc. Ça peut être des bons témoignages, entre guillemets, même pour une boîte, tu vois, pour vendre un petit peu ton recrutement, expliquer aux gens que tu vas contribuer à leur développement, je pense que ça participe à bien vendre ta boîte. Je dirais qu'après, le fait de s'occuper de faire aider, on va dire, d'aider la personne à monter en compétences techniquement, ce qui peut être important, c'est le projet sur lequel, le projet qu'on va te proposer, parce que si on te propose de corriger des points en virgule dans des tableaux Excel toute la journée, je veux dire, au bout de 6 mois, ça va être compliqué et tu pourras pas non plus te développer techniquement. Et je pense que c'est important aussi de questionner le projet et ce qu'on va être amené à faire durant les entretiens, de s'intéresser à ce qu'on va être amené à faire, de manière à savoir si c'est des projets sur lesquels on va pouvoir se développer ou monter en compétences. Bon, après, c'est pas le sujet nécessairement qui fait le truc, parce que moi je peux m'intéresser par exemple à n'importe quel problème, tu vois, tu vas me donner un problème tout bête et je vais m'y intéresser, et essayer de faire des trucs géniaux. Donc faut essayer par soi-même déjà de s'intéresser aux problèmes qu'on peut te proposer, mais il y a vraiment des sujets sur lesquels... ça va être un red flag, je saurais pas quoi te dire comme ça, mais je sais pas, est-ce que tu as une idée de projet qui pourrait être plus ou moins intéressant pour se développer Intéressant pour se développer, je sais pas, si tu veux des contre-exemples, genre si tu fais rentrer quelqu'un qui est en reconversion, que tu lui dis tu vas réécrire toute l'application, tu vas refactorer, tu vas je sais pas quoi, ça me paraît des tâches beaucoup trop grosses pour quelqu'un qui est encore dans une position junior, même si elle est encadrée. Je pense que, par exemple, si tu es dans le web, des tâches qui peuvent être accessibles, ça va être j'en sais rien, peut-être ajouter une fonctionnalité relativement simple. Alors c'est difficile de qualifier qu'est-ce qui est simple et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ou faire des modifications sur un front-end, par exemple. Dire, tiens, on veut changer la position de ce bouton. Tu sais, tu commences vraiment avec des trucs bateaux, ne serait-ce que pour s'habituer au workflow, en fait. Ouais. Savoir comment tu fais pour suggérer un changement, comment ça va être relu par les autres, comment tu arrives à tester que tes changements fonctionnent en local et dans l'environnement d'intégration continue. Voilà, pour commencer à mettre un pied dans l'eau et avancer tranquillement. Mais ouais, les tâches d'intégration, c'est bien au début, mais ça peut être intéressant de passer à autre chose au bout de quelques semaines ou quelques mois. Sauf si la personne veut se spécialiser là-dedans. En vrai. Sauf si c'est OK pour toi. On en revient à la question du début, c'est à quelle étape t'en es dans ton développement, quels sont les axes que tu choisis de prendre, est-ce que tu veux faire du front-end, du back-end, un petit peu de tout, est-ce que tu es à l'aise, tu vois. Il y a des chances que la personne ne le sache pas encore à ce stade. Hein. Et ce que je peux recommander, c'est de se reposer cette question, mettons tous les 6 mois, tu vois, tu mets un rappel dans ton calendrier, de te prendre 2 heures pour faire une réflexion personnelle sur qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui t'a permis d'avancer, qu'est-ce que tu aimes aussi, parce que moi c'est une question que je posais en entretien d'embauche, qu'est-ce que tu aimes faire en fait aux gens. C'est vachement cool. Ou quels ont été les highlights, quoi. Quels sont les moments où tu te dis, putain, trop bien, j'ai fait des trucs stylés ce mois-ci ou cette semaine. Qu'est-ce que t'as appris? Quels sont les trucs sur lesquels t'as galéré ou que t'as pas aimé faire? Je pense que la question inverse, elle est intéressante aussi. Moi, j'irais un cran plus loin et dire, au-delà d'avoir ce moment de réflexion, qui est une super idée, de prendre du recul et savoir
où est-ce qu'on se positionne, c'est de faire des points très régulièrement avec son manager, ou au moins avec un référent, un autre développeur, qui serait ton mentor, ou peu importe, mais quelqu'un qui est à ton écoute, qui n'est pas dans le jugement, et qui va plus être dans l'encouragement, ou qui va t'aider à prendre du recul. Ouais. Et qui va potentiellement t'aider à ajuster le tir s'il sent que tu es en train de te perdre dans un truc. Donc imaginons que c'est ton manager, peut-être que c'est bien de prévoir un point toutes les 2 semaines par exemple, et faire comment on appelle ça, c'est un rapport d'étonnement quelque part. Tiens, ces 2 dernières semaines, j'ai eu ces moments incroyables, ces moments où je me suis senti trop fort, ces moments où je me suis vraiment emmerdé, ces moments où je me suis senti vraiment nul. Et pour avoir une grille de lecture de la personne qui est un peu plus senior et qui pourra dire « Ah, ça révèle peut-être que tu as besoin de te perfectionner en ça. » Ou « Tiens, je vais te mettre sur tel type de tâche. » Ou « Tiens, je vais te mettre en binôme avec telle personne. » Ouais. C'est très intéressant. Après, on a plus parlé de la personne et moins des boîtes. Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Mais je me dis qu'on a délivré un certain nombre d'éléments. Donc, est-ce que tu penses qu'on a commencé à ébaucher une réponse à cette question ? Je pense que oui. Après, ça vaudra le coup d'avoir sa réponse. Si jamais cette personne veut revenir vers nous et nous dire comment ça se passe, lesquelles étaient pertinentes ou pas. Donc, Dark Madalis, n'hésite pas à nous renvoyer un petit message et soit à donner des questions un peu plus particulières, un peu plus précises, sur lesquelles on peut te renseigner, soit nous dire qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché, dans ton cas. Peut-être que tu vas te rendre compte que en fait, cette startup, elle est très bien parce que tu as réussi à formuler ton besoin et pouvoir te développer efficacement dans cette boîte. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'en fait, cette boîte, tu y perds ton temps et que tu avanceras plus vite en allant dans une autre. Mais ça passe, comme on l'a dit, par cette étape de questionnement, de prise de recul et éventuellement de discussion avec d'autres. Ouais. Donc de bien penser à effectivement demander les sujets sur lesquels tu vas être positionné, t'assurer que tu vas être bien accompagné pour pouvoir te développer et toujours essayer de rebondir sur des sujets qui te permettront d'avancer à l'étape où tu es. Très bien. Eh bien, on va espérer que ces quelques pistes vont aider nos auditeurs et auditrices. N'hésite pas à nous dire comment la situation a évolué. Pour les autres, sachez qu'on serait ravis de répondre à vos questions lors de prochains épisodes du SAV de la Tech. Et pour ça, il suffit de vous rendre sur le site agio.ovh/SAV pour nous envoyer votre question. Vous pouvez évidemment rester anonyme si vous le souhaitez, mais si vous êtes fier de votre question, on sera ravis de vous mentionner. C'est vous qui choisissez. Merci infiniment, Jérémy, c'était un plaisir. Merci Adrien. Et puis merci à vous, chères auditrices et auditeurs, et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye. Ciao.